Des films sans concession. À une situation exceptionnelle doivent répondre des mesures exceptionnelles. Nous voulons avoir accès aux ordinateurs. Facebook, Twitter, YouTube. Aujourd'hui, parfois utilisent ces méthodes qui sont illégales. Il faut un Patriot Act français. Il faut prendre des mesures de manière extrêmement pratique. Jamais des mesures d'exception qui dérogeraient aux principes du droit et des valeurs. Des attentats meurtriers qui traumatisent un pays. Une union sacrée politique qui décide de faire la guerre au terrorisme. Des lois adoptées à la quasi-unanimité permettant aux services de sécurité de traquer les suspects par tous les moyens, humains et électroniques, légaux et illégaux. Ces événements ont déjà été vécus. Pas seulement en France en 2015, mais dans plusieurs pays occidentaux. Et surtout aux États-Unis, où cela a donné naissance à la plus grande entreprise de surveillance de tous les temps. En voilà l'histoire. 1er juin 2013. 3 journalistes d'investigation venus de New York arrivent à Hong Kong. Ils ont rendez-vous avec un mystérieux correspondant. Juste avant l'envol, l'anonyme leur a transmis des documents top secrets en sa possession. Dans l'avion, les journalistes n'en reviennent pas. Pendant les 16 heures de vol, l'adrénaline m'a empêché de dormir une seconde. J'ai réalisé l'incroyable étendue des documents que nous avions en notre possession. Non pas des dizaines, ni des centaines, mais des milliers de documents top secrets de la NSA, sur toutes sortes d'activités de surveillance, venant des endroits les plus sensibles de la NSA. Depuis des mois, l'anonyme a communiqué avec les journalistes via des emails extrêmement cryptés, car le scoop qu'il leur a promis est à haut risque. Il était convaincu qu'il risquait sa liberté, et peut-être même sa vie. Il m'avait aussi prévenu que si les services secrets américains pensaient qu'en m'éliminant, ils pouvaient éviter cette fuite, ma vie pouvait être en danger. La première rencontre a lieu dans une chambre d'hôtel, le 3 juin 2013. My name's Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. Snowden explique qu'il a été employé pendant 8 ans par la CIA, puis par la très secrète agence de sécurité nationale, la NSA, chargée des écoutes dans le monde. Il raconte comment la révolution Internet a donné aux États les moyens de surveiller systématiquement leur population, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Le jeune homme sait de quoi il parle. Il était l'un des meilleurs informaticiens des services secrets américains. The NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system, and it filters them, and it analyzes them, and it measures them, and it stores them. Why should people care about surveillance? Because even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded. Voici le premier document dévoilé par Snowden. Il décrit comment l'un des plus grands groupes de téléphonie américains s'engage à transmettre à la NSA les relevés des conversations de tous ses clients. Ce que révèle ce document, c'est que le système de surveillance de la NSA ne vise pas les personnes dangereuses ou les terroristes. Il vise les citoyens américains et tous les citoyens du monde, en masse et sans distinction. Le document contredit explicitement ce que le chef des renseignements américains a déclaré sous serment quelques mois auparavant et qui a poussé Snowden à sortir de l'anonymat. Does the NSA collect any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? No, sir. It does not. Not wittingly. There are cases where they could inadvertently, perhaps, collect, but not wittingly. Snowden a été choqué par ce mensonge en direct du chef de la sécurité nationale d'Obama
aux représentants du peuple chargés de superviser les services secrets. Depuis des années, il a vu de l'intérieur la machine à surveiller envahir tous les domaines de la vie quotidienne sans aucun contre-pouvoir. Pour trouver l'aiguille terroriste dans la botte de foin, la NSA a décidé de surveiller toute la botte de foin. Mais quand tout le monde est suspect, il n'y a plus de présomption d'innocence. Snowden espère que ces révélations lanceront l'indispensable débat sur la surveillance de masse que permet Internet et la mondialisation des télécommunications. These things need to be determined by the public, not by somebody who is simply hired by the government. This is the truth. This is what's happening. You should decide whether we need to be doing this. Une nouvelle révélation sur l'espionnage des communications aux États-Unis. Le scandale prend de l'ampleur aux États-Unis. Surveille et collecte tout un tas de données privées. Les pays, les institutions qui en ont fait les frais. L'histoire commence le 11 septembre 2001. Une journée comme une autre à Fort Meade, dans la banlieue de Washington, au siège de la NSA, l'agence de sécurité nationale chargée de collecter et traiter les données pour l'armée et le gouvernement américain. J'étais dans mon bureau. Je me souviens, le temps était magnifique, un ciel parfaitement bleu. Accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des 2 tours du World Trade Center. Par une explosion et une gigantesque flamme vient de sortir de la tour qui domine New York. Sans la fumée de l'incendie, effectivement, le Pentagone, le siège de l'armée américaine, est actuellement en flammes. Tout le monde avait allumé la télé. C'est par ce moyen qu'on avait des informations. Elles ne venaient pas des ordinateurs de la NSA, elles étaient à la télé. Parce que nous, à la NSA, nous n'avions pas su détecter l'attaque. On était là sur la terrasse, on voyait des gens sauter par la fenêtre. Après l'acte terroriste le plus grave jamais commis dans le monde, À la Maison-Blanche, c'est le chaos. Tout le monde est évacué. Le vice-président Dick Cheney est exfiltré en catastrophe par les services spéciaux, direction les bunkers anti-atomiques. Les États-Unis sont en guerre. Pourquoi la CIA, chargée de la lutte à l'étranger contre Al-Qaïda, n'a-t-elle rien vu venir? Pourquoi la NSA, chargée des écoutes et du renseignement, n'a-t-elle pas sonné l'alarme? Aussitôt, on s'est demandé où l'on s'était trompé. Pourquoi n'avions-nous rien vu venir, qu'avions-nous manqué, que nous aurions dû détecter? Les terroristes avaient vécu pendant des mois dans notre pays sans que nous le sachions. Qu'est-ce qu'on pouvait ignorer de plus? Nous étions inquiets. Nous n'arrivions pas à relier les données. Et en plus, nous n'arrivions pas à les collecter. L'équipe Bush est prête à tout. Dick Cheney, le tout-puissant vice-président, ordonne à George Tenet, le directeur de la CIA, de lui dire quelle barrière légale il faut faire sauter pour empêcher une nouvelle attaque. Tenet appelle son collègue à la NSA, plus petite et plus secrète. George m'appelle et me dit « Mike, y a-t-il autre chose que tu puisses faire ?» Je lui réponds « Non, pas avec mes compétences actuelles. » Puis il dit « Ce n'est pas ma question. Y a-t-il quelque chose de plus que tu puisses faire ?» J'ai dit « Je te rappelle. » La NSA a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale pour empêcher une autre attaque comme celle de Pearl Harbor en 1942. Mais dans les années 70, le président Nixon a utilisé l'agence pour mettre sur écoute ses propres opposants politiques. Depuis, cette formidable machine à espionner a été bridée. En démocratie, la ligne rouge qu'il est interdit de franchir, c'est l'écoute de ses propres citoyens. Mais après le choc du 11 septembre, plus besoin de mettre des gants. À la NSA, Hayden demande donc à tout le monde de mettre les bouchées doubles. La présidence veut des résultats. J'étais en charge de trouver tout ce qu'il y avait dans les labos de la NSA, même si ce n'était pas encore opérationnel. On en avait besoin. Tout pouvait aider pour circonscrire la menace. Thomas Drake se met donc à fouiller méthodiquement les laboratoires de recherche de la NSA.
Il tombe sur un vieux projet appelé SYNthread, fil mince. Ce programme aurait dû permettre la collecte de quantités massives de mails et d'appels téléphoniques à l'étranger, bref, d'écouter le monde entier. Mais ce projet n'a jamais été mis en œuvre. L'idée était de construire des réseaux autour du globe sur tout le monde et sur qui communique avec qui. Ensuite, on peut isoler tous les groupes de terroristes. Et quand on sait faire cela, on peut utiliser ces métadonnées pour repérer les bonnes informations parmi tous ces téraoctets qui circulent. Avec l'augmentation de la puissance informatique, la NSA a en effet réalisé que les métadonnées, qui parlent avec qui, où et quand, permettent bien mieux de localiser des groupes ou des individus que l'écoute des messages, souvent cryptés. Plus que les contenus, l'agence cherche à cartographier des réseaux, terroristes ou autres. Mais les concepteurs de SYNthread n'étaient pas des Big Brother. Ils avaient installé un système pour anonymiser les données personnelles. Il y avait une section sur les données privées. Ça marchait très bien. Cela protégeait les citoyens innocents en cryptant leurs données. Les analystes n'y avaient même pas accès. Si cela concernait un citoyen américain, c'était automatiquement crypté. Cela faisait partie de la conception du programme SYNthread. L'équipe SYNthread en est convaincue. Si le gouvernement avait autorisé plus tôt l'utilisation de leur programme, à l'étranger, mais aussi à l'intérieur des États-Unis, la lutte contre le terrorisme aurait fait un grand pas. Du fait de la domination américaine sur le fonctionnement du réseau Internet, l'essentiel du trafic web mondial passait déjà par les États-Unis. Et il suffisait de s'y abreuver. Pour ses concepteurs, rongés par la culpabilité, SYNthread aurait peut-être même pu empêcher le 11 septembre. Je suis sûr qu'on aurait pu éviter cela si nous avions eu le droit de réviser notre mode opératoire avant le 11 septembre. J'ai essayé de les convaincre de changer notre mode opératoire, la manière dont nous avions le droit d'agir. Mais ils ont refusé. Cela me pèse depuis que c'est arrivé, depuis que 3000 personnes sont mortes. C'est un poids que j'ai du mal à porter. Drake n'a aucun doute. Une fois activé, SYNthread serait l'arme secrète parfaite. Mais lorsqu'il veut présenter la solution à ses chefs, Drake trouve porte close. On lui fait comprendre que d'autres choix ont été faits. Il n'est pas habilité à en savoir plus. Entre-temps, en effet, le général Hayden s'est rendu à Washington avec l'idée d'un programme d'interception beaucoup plus agressif. C'est la première fois que Hayden est reçu à la Maison-Blanche. Courtisé par l'équipe Bush, il présente son programme permettant d'intercepter des communications suspectes. Un système de surveillance massif des téléphones et de l'Internet sur le territoire national, sans cryptage des données personnelles et en dehors de tout contrôle judiciaire. Mais le président Bush peut-il l'assurer qu'il sera couvert légalement? La première chose qu'il m'a dit, c'est « Mike, je comprends tes inquiétudes, mais il y a des choses que nous allons devoir faire. Et je pense que j'ai l'autorité pour te permettre de faire les choses que tu as évoquées. » Aucun président n'avait autorisé cela auparavant. L'ordre présidentiel est signé le 4 octobre 2001. Il est tellement secret que nombre de responsables de sécurité nationale n'en auront jamais connaissance. La surveillance de masse peut commencer. L'idée du programme, c'était de chercher des conspirateurs inconnus. Et leur manière de faire, c'était d'espionner tout le monde. En secret, la NSA signe des accords avec 3 des plus grandes compagnies de téléphones américaines.
À Fort Meade, des centaines de nouveaux serveurs sont achetés pour stocker les données ainsi récupérées.